Scruter le ciel, observer les étoiles, mieux connaître notre système solaire et ses planètes, découvrir les comètes, voilà qui fait rêver. Et en matière de recherche en astronomie, la Belgique n'a pas à rougir des travaux de ses chercheurs. Où en serons-nous en 2050 ? Quels sont les enjeux du futur en astronomie pour nos chercheurs belges ? C'est la question qui nous occupe aujourd'hui. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce rendez-vous d'été. Ce soir, nos invités côtoient les étoiles, les planètes de notre système solaire, les comètes. Ils vont nous emmener avec eux et on va se projeter ensemble dans le futur. Je me tourne tout de suite vers notre première invitée, Sophie Vanek. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes astrophysicienne à l'ULB, vous êtes professeure, chercheuse et votre truc à vous, si j'ose dire, ce sont les étoiles. Alors on va expliquer dans un instant l'objet de vos recherches. Mais d'abord une question. Votre travail autour des étoiles, vous vous projetez en quelle année ? Quels sont les enjeux du futur pour ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui ? Oui, et en ce moment, l'astrophysique vit une véritable révolution, je peux dire, qui est la révolution Gaïa. C'est-à-dire Gaïa, c'est ce satellite lancé par l'Agence spatiale européenne en 2014, qui fournit ses données depuis 2015, et puis là, il est prolongé parce que ce satellite a encore des réserves de carburant, et il va fournir les distances de 1,8 milliard d'étoiles. Donc c'est une véritable révolution, parce que c'est très compliqué en astronomie de connaître les distances aux étoiles. Soit on a une étoile qui est très brillante, mais très lointaine, soit une étoile peu brillante et proche, mais les deux vont avoir la même magnitude apparente, la même luminosité apparente. Et donc, on a du mal à estimer leur distance. Grâce à ce satellite, on peut obtenir les distances aux objets et donc beaucoup mieux les situer dans leur phase de révolution. Donc, on est en plein en train d'analyser ces données et ça va encore nous occuper quelques années. Alors, justement, vous analysez ces données, vous vous intéressez plus spécifiquement aux éléments chimiques qui sont fabriqués par les étoiles. Alors ça demande quand même un petit mot d'explication. Hein. Oui, donc les éléments chimiques, donc les éléments du tableau périodique, on pense souvent... qu'on a tous dû apprendre un jour. Hein. Exactement. On pense souvent qu'ils ont été produits lors du Big Bang, mais en fait, il n'en est rien. Le Big Bang a fait de l'hydrogène, un petit peu d'hélium, et c'est pratiquement tout. Tous les autres éléments chimiques, le carbone, l'azote, jusqu'au plomb, ont été produits à l'intérieur d'étoiles. Alors d'étoiles de différents types, dans différentes conditions, et c'est ce que nous essayons de comprendre. Alors il y a deux processus majeurs qui étaient identifiés jusqu'à présent, un processus S pour slow et un processus R pour rapide. Et ces deux processus sont responsables de la production des éléments plus lourds que le fer. On connaît relativement bien le processus S, on sait à peu près dans quel type d'étoile il a lieu. Le processus R, par contre, ça reste un mystère. Donc, on a très peu de pistes sur les lieux, les sites astrophysiques où sont produits la moitié des éléments plus lourds que le fer. Donc, ça reste encore un grand mystère. Et c'est ça qu'on essaie de mieux comprendre. Alors, pour compliquer les choses, il y a encore un troisième processus qui s'est découvert ces dernières années et sur lesquels, à l'ULB, on travaille activement. Un processus intermédiaire, justement, entre le S et le R, dont on ne connaît pas non plus le site astrophysique. Et c'est ce que, notamment à l'aide du satellite Gaïa, mais également d'autres instruments de l'Observatoire européen austral, c'est ce que nous essayons d'élucider. Oui, et on va voir peut-être quelques images de ces télescopes qui se trouvent au Chili, dans le cadre de cet Observatoire européen austral. La Belgique fait partie de ces pays qui font partie de cet observatoire. Et ça, c'est important pour vous permettre d'avoir accès à ces télescopes ? C'est un atout formidable. Ça veut dire que les astrophysiciens belges, comme les autres pays membres, comme c'est des autres pays membres de l'ESO, peuvent postuler pour avoir du temps de télescope. Et donc après, les demandes de temps sont classées sur des critères scientifiques et les meilleurs ont du temps de télescope, donc dans les différents observatoires du Chili. Et les observatoires de l'ESO comptent parmi les plus productifs en termes scientifiques, les plus productifs du monde. Alors, Christian Dubrulle, vous êtes journaliste scientifique, rédacteur en chef de dailyscience.be. Vous me disiez tout à l'heure, la Belgique, elle est vraiment là depuis la création de l'Observatoire européen austral. C'est important, ça. Absolument. C'était une politique d'emblée du pays. L'ESO, l'Observatoire austral européen, European Southern Observatory, d'où l'acronyme ESO, existe depuis 1962. 5 pays l'ont porté sur les fonds baptismaux, dont la Belgique. Actuellement, l'ESO compte 17 pays membres, 17 États membres.
Et donc la Belgique, comme elle est là depuis le début, a une longue histoire et a permis à ses astronomes de bénéficier des instruments de l'ESO qui sont de plus en plus performants et aussi de plus en plus gigantesques, il faut bien le dire. Alors, on peut dire peut-être un petit mot avec vous aussi d'un autre télescope, un télescope spatial, Hubble, qui existe en fait et qui a été lancé il y a 30 ans déjà. Aujourd'hui, ça se passe comment? Il est toujours en cours, en service, voilà. Oui. Là, Hubble, pour l'instant, ça fait un bon mois qu'il est souffrant. Donc, il ne fonctionne plus vraiment comme on l'espérait. Mais bon, il a son âge, évidemment. Hubble, c'est un télescope qui est le fruit d'une collaboration entre l'Europe et les États-Unis, essentiellement. Donc, la Belgique y participe aussi, mais via l'entremise de l'ESA, l'Agence spatiale européenne cette fois-ci, mais également l'ESO qui en gère les données et qui archive toutes les observations que Hubble peut faire. Et donc là, Hubble, il force est de constater qu'il arrive quand même en fin de vie, mais son successeur, le James Webb Telescope, Space Telescope, est dans les starting blocks. Et donc là, on devrait le voir gagner l'espace d'ici la fin de l'année à bord d'une fusée Ariane 5 tirée depuis la Guyane française. Très bien. Alors, je vais me tourner maintenant vers vous, Gaël Kessator. Vous êtes chercheur à l'Institut royal d'aéronomie de Belgique. Alors, les éléments chimiques dont parlait Sophie Vanek, du côté des étoiles, mais vous les retrouvez sur les planètes que vous étudiez, celles du système solaire, c'est ça ? Alors oui, du coup, tout ce qui est le système solaire et autres, en fait, c'est des poussières d'étoiles finalement. Donc c'est les générations d'étoiles avant le Soleil qui ont explosé, libérant tous ces éléments et qui ont contribué à la formation des nouveaux systèmes planétaires, des nouveaux systèmes solaires, etc. Donc c'est un cycle en fait. Donc tous les éléments, tous les éléments chimiques qui composent la Terre, nous, nos corps humains, tout ce qui se peut trouver sur Terre dans le système solaire viennent des étoiles, effectivement. Alors, vos recherches, elles portent sur quoi plus précisément? Vous travaillez sur le Soleil, sur les aurores aussi, c'est ça? Alors, on travaille aussi également dans l'Institut Aéronomie, on travaille aussi sur la formation d'aurores, effectivement. Donc ici, on peut voir... on va pouvoir voir peut-être un film justement qui montre un petit peu le photos. formalisme, le mécanisme de formation des aurores. Donc, il faut savoir que c'est directement lié à la relation Soleil-Terre, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le space weather, toute l'énergie qui est libérée par le Soleil avec des particules qui vont venir précipiter dans notre magnétosphère, donc le champ magnétique qui protège la Terre. Après, vont effectivement provenir ces belles images. Donc, ces particules vont venir exciter l'atmosphère terrestre. Et cette atmosphère terrestre, c'est essentiellement l'oxygène qui donne cette couleur verte. L'oxygène qui va être excité va se revenir au repos en émettant l'émission verte, donc c'est raies spectrales dans le vert, et même aussi dans le rouge, effectivement, qui sont un peu plus rares, et dans le bleu. Dans le bleu, c'est de l'élément l'azote, dans ce cas-là, qui est présent dans notre atmosphère. Et puis, vous travaillez aussi sur cette mission Rosetta, à l'Institut. Là, on est plus du côté des comètes. Oui. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. On va pouvoir en voir aussi quelques Donc l'IASB a été images. effectivement un groupe de l'IASB a été copyright d'un instrument Rosina, qui lui en fait est un spectromètre de masse. En fait, donc c'est un instrument in situ. Donc ils sont allés autour. On a réussi à mettre en orbite autour de la comète, donc le Rosetta. Oui. Et cet instrument va regarder en fait la composition chimique de l'atmosphère de la comète, effectivement, parce que la comète, en arrivant autour du Soleil, commence à dégazer. Et donc, du coup, on va commencer à observer en fait tous les éléments chimiques de cette coma. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, parce que du coup, on peut faire effectivement le lien, à savoir de quoi a été composé le système solaire à l'origine. Parce qu'on pense effectivement que les comètes sont des objets qu'on appelle pristines, donc qui n'ont pas vraiment évolué dans le temps, donc qui ont été mis au frigo, vous savez, très très loin, aux confins du système solaire, et donc n'ont pas eu le temps d'être processés, et donc du coup ça nous permettrait d'avoir une signature des éléments qui seraient à l'origine du système solaire. Bon, ça c'est l'idée. On s'aperçoit qu'aujourd'hui que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait aujourd'hui. Donc la mission Rosetta a apporté beaucoup de réponses, mais a aussi soulevé d'énormes questions. Oui, c'est ça le problème, c'est souvent ça soulève de nouvelles questions. Alors, on va justement se projeter en 2050. Sophie Vanek, je reviens vers vous. Pour vous, en 2050, on en sera où? Il y aura de nouvelles missions, de nouveaux télescopes aussi qui seront
qui seront là à portée de main? Oui, donc déjà, de nouveaux télescopes sont en train d'être développés. Alors, je pense en premier lieu à l'ELT, Extremely Large Telescope, télescope extrêmement large développé par l'ESO, donc toujours l'Observatoire européen austral, auquel on aura accès. Donc ça, c'est à l'horizon 2027, enfin fin des années 2020. Les instruments sont également en cours de développement. Donc c'est un télescope de 39 mètres de diamètre. Ça sera absolument fabuleux au niveau du pouvoir de résolution et du type d'objet qu'on pourra observer. Donc c'est un télescope au sol. Il y a bien sûr des missions spatiales également, donc des missions qui visent à la détection et à la caractérisation des exoplanètes, c'est-à-dire ces planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. On en a détecté énormément, plusieurs milliers, depuis une bonne vingtaine d'années. Et bien sûr, maintenant, on cherche à les caractériser pour éventuellement essayer de trouver des traces de vie sur ces exoplanètes. Donc il y a des missions comme la mission Plateau qui va également permettre d'apporter de grandes avancées dans ce domaine. Alors, il y a d'autres missions spatiales, comme la mission LISA, elle qui concerne le domaine des ondes gravitationnelles. Donc voilà, ces ondes qui ont été récemment découvertes et qui ne sont pas des ondes électromagnétiques, qui sont des ondes d'un autre type et qui nous renseignent sur les trous noirs, les étoiles à neutrons qui peuplent l'univers. Et donc voilà, donc je dirais que l'avenir est plein de promesses. L'avenir a également, est source de quelques inquiétudes, en ce sens qu'il y a des projets de lancement de constellations de satellites. Enfin, ces lancements ont déjà eu lieu, mais à moyen terme, même à court terme, il pourrait y en avoir plusieurs dizaines de milliers de satellites, tels que les satellites Starlink, etc. Donc lancés par Elon Musk, Jeff Bezos, etc. C'est cela. Et ça pose un vrai problème aux astrophysiciens parce que simplement, ça nous saccage un petit peu notre ciel. Donc, certains télescopes perdent jusqu'à un tiers de leur temps d'observation en début et en fin de nuit à cause des traînées laissées par ces dizaines de milliers de satellites. Donc, c'est un petit peu gênant pour les astrophysiciens. Vous comprenez bien que si d'un jour à l'autre, quelqu'un décidait de brouiller les images des biologistes qu'ils ont dans leur microscope, eh bien, ils ne seraient pas contents. Eh bien, c'est un petit peu la même chose pour les... Vous voulez dire aujourd'hui. C'est ça. Gaël, c'est quelque chose dont vous êtes conscient aussi. C'est un souci, ça, pour vous? Alors moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis plus conscient d'un point de vue d'astronome amateur, pour le coup, parce que moi, j'observe aussi le ciel avec mes propres petits télescopes. Ça n'a rien à voir avec le LT. Oui, bien Mais sûr. donc, du coup, même pour la communauté amateur, ça va commencer à devenir un problème à long terme. Parce que du coup, en fin de nuit, en début de nuit, ce sera quasiment impossible d'observer. Et on n'aura pas non plus les moyens technologiques et les moyens informatiques de développer des algorithmes pour enlever ces traînées. Donc ça risque d'être assez compliqué, effectivement. Christian Dubrulle, un petit mot par rapport à ça, ce New Space, ce privé qui se lance comme ça dans la conquête spatiale avec effectivement des lancements de satellites. C'est vraiment un phénomène avec lequel il va falloir faire aujourd'hui et dans le futur. Oui, et il y a deux choses dans la balance. D'une part, il y a la recherche scientifique et les instruments que les scientifiques ont besoin pour pouvoir observer l'univers et résoudre certains de ses mystères. Mais d'un autre côté, il y a aussi toute la dimension économique. Et là, on parlait de ces trains de satellites envoyés par grappe maintenant en orbite autour de la Terre et qui créent ces traînées lumineuses, qui créent aussi une espèce de brouillard électromagnétique qui peut gêner certaines observations de radiotélescopes qui sont au sol, et qui écoutent quelque part l'univers. Mais là, voilà, il y a un équilibre à trouver entre les développements économiques, les services que ces satellites qui promettent d'apporter Internet, par exemple, partout sur Terre à un coût tout à fait abordable, et d'un autre côté, les besoins des scientifiques. Là, il faut vraiment trouver cet équilibre, et je pense que le vrai challenge est là, aujourd'hui. Alors, si toutes ces thématiques vous parlent, pour vous en remettre plein les yeux à Bruxelles, il y a bien sûr le planétarium. Il vient de se doter de nouveaux projecteurs pour une expérience encore plus intense. Le planétarium fait un travail de vulgarisation à l'écart du grand public. On verra que cela vous tient à cœur aussi tous les deux, mais on va tout de suite regarder ce reportage. Avez-vous déjà voulu parcourir l'univers? Si ça paraît compliqué, au planétarium, on espère tout de même transporter le visiteur à travers les étoiles, grâce au nouveau système de film à 360 degrés. Grâce à ce nouveau système, à la résolution qui a été augmentée de manière importante, grâce aux couleurs, grâce à la luminosité de ces projecteurs, on a vraiment maintenant l'impression de flotter au milieu des planètes et de pouvoir sortir du système solaire et découvrir la Voie lactée et même au-delà les confins de l'univers observable. La nouveauté donc, l'installation de ces projecteurs, répartis pour illuminer un plafond de 840 m²,
Ils permettent d'augmenter la qualité visuelle grâce à 73 millions de pixels et à la production d'une luminosité de 60 000 lumens. Il y a 8 projecteurs et les 8 projecteurs forment une image uniforme de 360 degrés. Il y a un générateur d'images qui génère les 8 images séparées, mais quand c'est projeté, c'est comme une seule image uniforme. Autre nouveauté, une base de données qui permet de diffuser plusieurs films et des images animées destinées à tout type de public. Eh bien, en fait, on va proposer 6 films par jour, donc des films différents, adaptés à tout public, qui permettent de découvrir différentes thématiques. Ça peut être les étoiles, les planètes, on a des films pour les tout petits, on a des films pour les plus âgés. On a vraiment quelque chose qui s'adresse à tout le monde et qui permet, dans tous les cas, de s'émerveiller devant les mystères du ciel étoilé. Alors voilà, pour ce travail de vulgarisation, Sophie Vanek, vous avez reçu le prix Matière grise de la vulgarisation scientifique en 2018. C'est quelque chose qui vous tient à cœur de pouvoir expliquer votre travail et le fruit de vos recherches au grand public? Ah oui, je pense que c'est tout à fait essentiel de diffuser ce qu'on apprend sur l'univers. Et donc, on a toute une série d'activités dans ce cadre, notamment à l'ULB est organisé chaque année le cours public d'astronomie. Donc c'est tout à fait gratuit et ouvert à tous. Et on organise 4 ou 5 modules de 5 leçons tous les mercredis soirs, chaque année, entre, on va dire, octobre et le mois de mars, par là. Et donc, ça nous permet en 5 leçons de rentrer dans un sujet avec un niveau de détail satisfaisant. Et puis il y a la nuit des étoiles aussi, des conférences auxquelles vous participez. Gaël Cassator, vous aussi, du côté de l'Institut, vous me disiez, on accueille des stagiaires en observation, c'est ça? Oui, on est aussi ouvert d'accueillir des étudiants, des stages d'observation, donc surtout pour les élèves du secondaire. Après, on a aussi des journées portes ouvertes, on a aussi on voit sur les vidéos là, que les gens de l'observatoire qui expliquent un peu le cycle solaire, qui expliquent un petit peu l'observation du soleil. Donc ça, c'est assez pratique parce que c'est en plein jour, donc c'est assez pratique pour les petits et aussi les grands évidemment. Mais on a aussi des nuits des étoiles aussi. On est très tributaire du temps, donc la météo en Belgique c'est assez compliqué d'organiser des observations des étoiles le soir. Mais oui, on essaie d'ouvrir au maximum nos portes. Et Christian Dubrulle, vous, c'est aussi un petit peu votre métier en tant que journaliste scientifique. Il s'agit dailyscience.be, ça s'adresse au grand public. C'est le cœur de notre travail, c'est de vulgariser, c'est d'amener à un public néophyte, pourrait-on dire, les dernières informations qui concernent la science, la recherche dans le pays chez nous. Tout ça, bien sûr, dans un langage simple, accessible, avec des textes relativement longs, mais on n'y passe pas des heures tous les jours. Et surtout, vous mettiez chaque fois le minutage. Combien de minutes pour... Oui, quelques minutes. Donc voilà. ça tourne entre 3 et 6 minutes de lecture. Après, ça dépend du rythme de lecture de chacun. Et vous savez que sur écran, on lit plus lentement que si on lit dans un livre ou sur papier. Mais donc l'idée est vraiment d'aborder toutes les sciences. Là, on parle beaucoup d'astronomie aujourd'hui, évidemment, et des mystères de l'univers, mais on s'intéresse à toutes les autres sciences qui se développent dans nos universités, dans nos écoles, dans nos centres de recherche, et on essaie de les transmettre le plus simplement possible. Alors, nous avons un 4e invité sur ce plateau, Kylian de Koning. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, bienvenue à vous. Alors vous, on a parlé des étoiles, on a parlé des planètes, des comètes. Vous rêvez de partir dans l'espace puisque vous avez envoyé votre candidature à l'Agence spatiale européenne. Donc vous projetez en quelle année, là, comme ça? Vous voyez déjà dans l'espace quand? Le processus de sélection d'un astronaute, c'est un processus qui est très long. Donc, on nous parle de quand même pas avant 5 ans d'être formé pour être astronaute. Et puis après, il faut être appelé sur une mission. Donc ça fait quand même quelques années. Voilà. Bon, expliquez-nous un petit peu, alors, comment est né ce rêve? On voit quelques photos de vous. Vous êtes né à Houston, vous, c'est ça? Exactement. Donc ça, déjà, vous êtes un peu prédestiné, j'ai envie de dire. On pourrait le croire, en effet. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui aimaient bien nous emmener sur les sites de la NASA, de pouvoir voir... par exemple, on a Saturne V. Et en fait, on parlait ici de la vulgarisation et j'en ai bénéficié énormément parce que c'est en allant à l'Eurospace Center, comme on le voit à l'image, c'est en allant sur le site de la NASA, c'est en participant à la Nuit des Étoiles dont on a parlé, qu'en fait, j'ai eu l'occasion de m'ouvrir l'esprit à ce monde spatial, en fait. Mm-hmm. Et donc, vous, aujourd'hui, vous êtes en fin de doctorat, c'est ça, en microbiologie. Quel a été le déclic pour dire, OK, là, je pose ma candidature? Donc, je suis en fin de thèse.
J'aime ce que je fais, j'adore la microbiologie et il se trouve que l'Agence spatiale européenne a ouvert le recrutement pour les astronautes et c'est pas quelque chose qu'elle fait chaque année. Je pense que le dernier recrutement date d'il y a 7 ou 8 ans. Et en fait, voilà, ce rêve d'enfant d'être un astronaute, le fait d'avoir participé à une recherche scientifique, de savoir ce que ça implique de faire de la recherche scientifique et d'être aujourd'hui avec l'opportunité d'essayer d'être astronaute, c'était trop beau pour être vrai, donc je ne pouvais pas résister. Et donc là, la première étape, ça a été quoi? Une lettre de motivation, un CV. Qu'est-ce que vous avez mis comme... Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous avez eu envie de prouver comme compétence auprès de l'Agence européenne spatiale? Donc, les critères de recrutement de base étaient déjà assez précis. Il fallait déjà avoir une expérience professionnelle, il fallait avoir un diplôme universitaire orienté dans les sciences, dans l'ingénierie. Il fallait avoir déjà un examen médical qui suggérait qu'on était en bonne condition physique. Et du reste, oui, il y a cette lettre de motivation, ce CV, il faut montrer qu'on a un profil qui convient. C'est très dur, en fait, finalement, de savoir ce que c'est un astronaute et qu'est-ce qui fait un bon astronaute. Moi, ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est mon background qui est scientifique, je pense, qui rentre dans les clous de ce que l'ESA veut, mais aussi, oui, toutes les différentes qualités que je peux avoir. Alors, Christian Dubrulle, Kylian, il n'est pas tout seul, malheureusement. Il y a eu beaucoup de monde qui ont répondu à cet appel. Effectivement. Et la route est encore longue aussi pour Kylian, parce que le processus de recrutement se joue en plusieurs étapes. Là, il vient de franchir la toute première étape. Et cette toute première étape... Déjà pas mal. C'est très bien, félicitations. Mais cette toute première étape, quelques chiffres pour fixer les idées. Plus de 23 000 candidats au niveau de l'Europe ont envoyé leur candidature à l'ESA, et dont 1019 Belges, très exactement. Donc voilà, il y a 1018 autres candidats en Belgique. Peut-être les rencontrerons-nous un jour, je ne sais pas. Mais là, la suite du processus va faire que ça nous amène certainement jusqu'en 2023. Pour au final, en partant de 23 000 candidats, pour au final arriver au recrutement de 5 astronautes. Donc... Voilà, donc la route est longue et les embûches se sont multiples, mais on ne peut que vous souhaiter bonne chance, évidemment. Et votre rêve à vous, hein, voilà, rêvons un peu. Vous voyez où? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de missions sur Mars, mais il y en aura d'autres avant, une base lunaire. Enfin, ce serait quoi, vous, votre rêve? À ce niveau-là, je dirais que j'ai des ambitions bien plus modestes. Je l'ai dit, donc je suis microbiologiste. Et si j'avais l'opportunité de ne fût-ce qu'emporter une expérience de microbiologie au sein de la Station spatiale internationale, je pense que ce serait déjà un énorme succès pour moi. Ce serait déjà super. Vous avez été assez admiratif des parcours de Frank de Wien, Dirk Friemuth. Ça veut dire que, ben oui, la Belgique peut aussi apporter sa pierre à l'édifice. Exactement, on est un tout petit pays, pourtant on a quand même 2 grandes personnages qui sont les astronautes, et vous l'avez mentionné, finalement la Belgique et le spatial, il y a une longue histoire et on y est impliqué depuis longtemps, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas continuer. Alors peut-être le mot de la fin avec vous, Sophie Vanek et Gaël Casseter. Quel conseil vous avez envie de lui donner? Comment vous réagissez à ce jeune homme qui porte sa candidature comme astronaute? Je trouve ça magnifique, hein. Donc c'est bien évidemment très intéressant scientifiquement d'aller dans l'espace, de mener des expériences scientifiques. En plus, je pense qu'avec le profil de microbiologiste, vraiment, c'est extrêmement intéressant. C'est des expériences qui ont lieu, qui vont avoir lieu. Donc ça, c'est passionnant. Maintenant, en ce qui concerne peut-être la conquête de Mars, je suis beaucoup plus mesurée, évidemment, parce que je pense que là, les personnes qui nous font miroiter le fait d'aller coloniser Mars, quelque part, voilà, pour l'instant, ce n'est pas réaliste. Avec les moyens technologiques qu'on a à l'heure actuelle, c'est juste pas réaliste. Déjà, rien que le voyage et les rayonnements ionisants causeraient des dommages à l'ADN humain terribles pour les astronautes. Donc, autant tant que nous sommes autour de la Terre ou dans un voisinage pas trop éloigné, nous ne craignons heureusement rien, puisque le champ magnétique de la Terre nous protège tel un bouclier. Autant aller sur Mars, c'est une autre paire de manches. Et donc, je pense qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. Je pense que la conquête spatiale, au niveau scientifique, c'est absolument essentiel et c'est passionnant. Mais maintenant, aller faire croire qu'on peut aller sur une autre planète quand on aura épuisé les ressources de notre propre planète, ça, c'est mentir aux gens. Gaël Casseter, une petite réaction aussi à cette candidature. Moi, je trouve ça assez fascinant. Donc, je souhaite bien le courage.
Et puis je voulais aussi rebondir sur ce que vous disiez. C'est vrai que faire des expériences en micro-pesanteur, c'est très bien, mais pour l'exploration spatiale, il n'y a aucune autre solution que d'utiliser des robots ou autres. Promettre aux gens que Mars pourrait être un plan B, voire un plan Z, c'est de l'utopie. C'est ça, là on est dans la fiction. Vraiment de la science-fiction, oui. Donc ça fait des très beaux scénarios d'Hollywood, mais aujourd'hui c'est complètement irréalisable. Et l'exploration spatiale ne peut se faire que par des robots, que par des missions spatiales, comme celle que propose l'ESA avec JUICE pour Jupiter, ou alors Envision qui a été sélectionnée très récemment pour Vénus, etc. Voilà, ce sera aussi l'avenir. Ça, c'est effectivement l'avenir pour les grandes missions autour de 2030, 2035. Voir très loin et puis finalement quand même protéger notre belle planète sur laquelle on va encore pouvoir vivre, on l'espère, de longues années. Merci à vous tous d'être venus nous parler, partager ainsi vos passions. Merci à vous aussi Christian Dubrul, bonne chance Kylian, et merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bel été, à bientôt.